Alors, mesdames, messieurs, il me revient à présent de définir la notion d'attractivité du territoire. Au risque de vous décevoir, en fait, le mot attractivité, dans la langue française, il n'existe pas. La langue française, elle connaît l'attraction. Alors l'attraction, vous savez, c'est cette force qui va attirer la matière infiniment petite, les molécules s'attirent, ou infiniment grande, les corps célestes s'attirent. C'est sur cette force que repose l'équilibre physique du monde. Dans le sens anglais, cette fois, l'attraction, elle désigne ce qui a de l'attrait et par extension, l'attractivité désigne la capacité à séduire. Alors immédiatement, on peut se poser une question, un territoire peut-il séduire? Je vous répondrai que je suis amoureuse du plateau d'Angoulême. Donc, tel doit être le cas. Il est vrai qu'il n'est pas d'espace sans atout. Le territoire, c'est d'abord une partie de la surface terrestre qui se singularise par ses éléments naturels. Le code de l'environnement, il évoque les ressources, les milieux, les sites, les paysages, la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité. Ce patrimoine commun, il est le premier signe distinctif d'un territoire rural. Le plus immédiatement perceptible à nos yeux, et peut-être aussi à nos oreilles et à notre nez, le patrimoine sensoriel de nos campagnes. Car l'agriculture, elle occupe une large part de ces espaces naturels. Le territoire, c'est aussi une partie de la surface terrestre où est établie une collectivité humaine. Vous avez un maillage d'infrastructures, de services, des bassins d'emploi, un tissu associatif, et le dynamisme, il faut le reconnaître, est plutôt du côté des territoires urbains et périurbains qui concentrent les richesses économiques, les flux, les réseaux. Il n'est pas non plus d'espace sans handicap. Les territoires ruraux, on le sait, ils subissent la déprise, l'isolement. Les territoires urbains souffrent de leurs propres maux, artificialisation, pression foncière, déshumanisation. Et le mariage d'un pangolin et d'une chauve-souris a renforcé le regain d'intérêt des urbains pour le rural, l'aspiration à un meilleur cadre de vie, à plus de nature et à plus de proximité humaine. Il s'agit alors finalement d'orienter au plus juste les populations, les activités et les équipements dans un espace donné mêlant urbain et rural. Tel est précisément l'objet des politiques publiques d'aménagement du territoire. Or, l'Union européenne, elle est dépourvue de compétences directes en la matière. Est-ce à dire qu'il n'existe aucun lien entre politique européenne et aménagement du territoire? Absolument pas. La PAC, la politique agricole commune, elle a au premier chef une incidence sur les territoires ruraux dont elle façonne les économies et les paysages. Le modèle d'agriculture qu'elle porte, il est de type agro-industriel. Les exploitations agricoles, elles sont regardées comme des unités de production qui vont s'inscrire dans des filières longues, transterritoriales, et qui ont pour objet l'approvisionnement du marché en produits de qualité standard. Finalement, la proximité géographique entre lieux de production, de transformation et de commercialisation est impensée par la politique agricole commune. Les territoires ruraux, qui sont supports de l'activité agricole, ils bénéficient en conséquence peu des richesses générées par les produits. Le calcul des aides du premier pilier, à la surface ou à la tête de bétail, a encouragé la spécialisation. L'agrandissement des fermes, on le sait, a dégradé les paysages de zones de performance agricole et il a contribué à la désertification des autres. Que dire des atteintes à la qualité de l'eau, de l'air, de la biodiversité? La PAC, elle a contribué à la dégradation écologique des territoires ruraux. Alors la prise de conscience de ces effets induits a entraîné des réactions. D'abord, on sait que des mécanismes correctifs ont été introduits au fil des réformes et qui touchent essentiellement au soutien direct. On a parlé de découplage, d'éco-conditionnalité déjà. Ensuite, une politique de développement rural
a été reconnue comme second pilier. Cette politique, elle a notamment pour ambition d'assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales. Son approche est résolument compensatoire. Rétablir l'équilibre entre et au sein d'espaces désavantagés. Mais rendre un territoire attractif, ce n'est pas simplement lutter contre ces désavantages. Rendre un territoire attractif, ça suppose de construire une stratégie d'action publique locale qui valorise une identité locale. Et les territoires ont su mobiliser un certain nombre d'outils de cette politique de développement rural au service de leur propre stratégie d'attractivité. Eu égard à la diversité des zones rurales en Europe, le second pilier de la PAC, il applique le principe de subsidiarité. En France, les régions bénéficient d'une large délégation de compétences. Elles sont autorités de gestion pour le FEADER à travers les programmes de développement rural régionaux. Or, une stratégie d'attractivité doit précisément être déployée à la juste échelle spatiale. Plusieurs instruments juridiques de la politique agricole commune, ils renvoient du reste à la détermination de territoires cohérents d'action, déconnectés des territoires administratifs. On peut citer les projets agro-environnementaux et climatiques portés par un opérateur local sur une zone à enjeux prioritaires, enjeux eau, biodiversité, système herbagé. L'action publique, elle est alors conduite par un territoire administratif sur un territoire réel avec les ressources de la politique agricole commune. Mais si la PAC est un puissant levier d'action publique à disposition des territoires, ses défauts sont susceptibles de rejaillir sur les stratégies locales d'attractivité. La PAC a fragmenté les enjeux. L'agriculture, elle y est envisagée pour elle-même, sans égard, ou presque, pour sa vocation alimentaire ou ses fonctions écologiques. Les territoires qui mobilisent les instruments européens du développement rural sont tentés de reproduire un tel cloisonnement au niveau local. Le risque est de réduire l'identité d'un territoire rural à sa vocation agricole. Or, l'attractivité d'un territoire, c'est avant tout sa capacité à attirer, à retenir des personnes, des entreprises, des événements et des capitaux dans tous les secteurs. Elle suppose une approche systémique, globale, qui met en lumière la qualité des interactions entre tous les milieux et tous les acteurs. La régionalisation de la politique de développement rural pourrait enfin, à rebours de ces intentions, contribuer à accroître les disparités entre territoires. L'attractivité, c'est finalement un objectif récent de la politique publique d'aménagement. Dans les discours, si vous y avez prêté attention, le mot a doucement remplacé celui de compétitivité. La substitution n'est pas purement symbolique. L'attractivité, par opposition à la compétitivité, elle renvoie à une identité locale non concurrentielle, permettant finalement à chaque territoire de rayonner sans porter ombrage aux autres. La compétitivité, au contraire, elle appartient au champ lexical du guerrier économique. C'est l'aptitude à faire face à la concurrence. Or, si on y prête attention, la plupart des stratégies d'attractivité territoriale aujourd'hui empruntent au vocabulaire de l'économie libérale et mobilisent des instruments de marché, marketing territorial et marques de territoire, qui sont a priori peu compatibles avec l'égalité entre collectivités, constitutionnellement garantie, mais aussi, à l'échelle de l'Union européenne, peu compatible avec la politique régionale, qui est une politique de cohésion, et qui vise précisément à réduire les disparités entre territoires. Les stratégies d'attractivité locale, elles devraient donc, idéalement, être coordonnées à un échelon supérieur. Il appartient désormais à l'Union européenne,
aux États membres et aux autorités de gestion infranationales, au premier rang desquelles les régions, de s'accorder sur ce juste niveau de subsidiarité à retenir dans le cadre de la réforme en cours. Tout parce que, finalement, de la future gouvernance agricole européenne dépendra la qualité de l'aménagement du territoire en France. Tous ces thèmes, tous ces grands enjeux, ces sujets, seront abordés par nos étudiants au fur et à mesure de leurs exposés. Et je vais appeler à mes côtés Colline et Suzy. Alors pendant que Colline et Suzy s'installent, quelques mots pour les présenter. Colline Chauvet, elle vient de Bourgogne. Elle a un master 1 droit notarial. Et Suzy, elle, Suzy Terrier, est diplômée de l'IDREA. Elles ont toutes les deux déjà un pied dans une dynamique, dans la recherche, puisqu'elles ont choisi cette année de préparer un mémoire. Alors, Colline prépare un mémoire sur les projets alimentaires territoriaux et Suzy sur l'artificialisation des sols. Donc la démarche scientifique, elles y ont été confrontées tout au long de l'année et je leur laisse immédiatement la parole. Elles vont nous parler de la PAC au service de l'attractivité des territoires par la politique de développement rural. Mesdames, Messieurs, Colline Chauvet et moi-même, Suzy Terrier, allons vous présenter notre séminaire sur le développement rural et l'attractivité des territoires. En 1999, une réforme de la politique agricole commune a créé, à côté de la politique des marchés, un second pilier consacré au développement rural. L'objectif est de réduire les écarts de richesse et de développement au sein des zones rurales de l'Union européenne. Les objectifs et les priorités de l'Union européenne en matière de développement rural sont développés à l'article 4 du règlement 1305. Nous constatons que l'attractivité des territoires n'apparaît qu'à la 3e place des objectifs de la politique de développement rural, à savoir assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création et la préservation des emplois existants. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur cet objectif qui conduit à évoquer une vision plus économique et sociale de l'attractivité des territoires ruraux. Cela nous amène à nous poser la question: dans quelle mesure l'objectif de développement territorial équilibré de la politique de développement rural est au service de l'attractivité des territoires? La PAC, par la politique de développement rural, se veut au service de l'attractivité à travers les instruments qu'elle propose. En effet, l'une des priorités de l'Union européenne en matière de développement rural est le développement territorial équilibré. Pour répondre à cet objectif, le second pilier prévoit diverses mesures en faveur de l'innovation, du transfert de connaissances, de l'aménagement des zones rurales, mais aussi en faveur de la préservation et la création des emplois. Le second pilier a fait le choix d'une décentralisation de compétences aux États membres et aux régions européennes, ainsi que d'une programmation pour la mise en œuvre du développement rural. Il revient aux autorités locales ou nationales d'établir leur propre programme de développement rural sous le contrôle de la Commission européenne. Ces principes vont permettre d'adapter les politiques de développement rural aux réalités locales. Cependant, certaines critiques ressortent de l'étude du second pilier de la PAC. Les mesures en faveur d'un développement territorial équilibré sont surévaluées par rapport aux moyens dont disposent les États membres. De plus, laisser la mise en œuvre de la politique de développement rural aux États membres ou régions peut avoir pour conséquence de créer des disparités territoriales. Ainsi, la politique de développement rural prévoit des mesures présomptueuses pour répondre au mieux à l'objectif de développement territorial équilibré. Mais la mise en œuvre de ces mesures repose essentiellement sur l'implication des États membres. L'article 5 du règlement 1305 détaille le cadre de 6 priorités amenant à la réalisation des objectifs de développement rural. 3 priorités semblent être au service de l'attractivité des territoires ruraux
en ce qui concerne l'objectif de développement territorial. La première est de favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et la foresterie, ainsi que dans les zones rurales. L'article détaille 3 domaines sur lesquels l'accent doit être mis. Tout d'abord, favoriser l'innovation. Ensuite, renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire, la foresterie, la recherche et l'innovation, afin d'améliorer la gestion et les performances environnementales. Et enfin, favoriser l'apprentissage tout au long de la vie. Certains programmes de développement rural des régions françaises proposent par exemple des aides à la formation professionnelle, des aides aux services de conseil permettant d'aider les agriculteurs à améliorer leur performance économique. La deuxième priorité concerne l'amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture. Le règlement 1305 énonce que l'accent doit être mis sur 2 domaines. Le premier est l'amélioration des résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et le second est de faciliter l'entrée de nouveaux agriculteurs dans le but de renouveler les générations. Pour répondre à cette priorité, les programmes de développement rural français proposent des aides ou des avances remboursables concernant des constructions, de l'acquisition de matériel, des investissements visant à réduire les pollutions. La troisième priorité, qui semble être au service de l'attractivité des territoires, est la 6e priorité, celle de promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. L'attractivité favorisée par la politique de développement rural de l'Union européenne se traduit par une attractivité économique, mais aussi sociale. L'article 5 énonce 3 domaines sur lesquels l'accent doit être mis. Tout d'abord, faciliter la diversification. Ensuite, promouvoir le développement local des zones rurales. Et enfin, en améliorer l'accessibilité. Afin de répondre à cette priorité, les programmes de développement rural régionaux peuvent verser des aides afin de favoriser la diversification dans les exploitations agricoles et le développement d'activités non agricoles dans les zones rurales. Il est incontestable que les diverses mesures évoquées interviennent en faveur du développement territorial. Si les États ou les régions investissent dans ces objectifs, leurs territoires seront plus attractifs. La politique de développement rural semble présomptueuse pour 2 raisons. La première est relative à la diversité des objectifs prévus par la Commission européenne. Pour répondre au mieux à l'objectif de développement territorial, l'Union européenne a souhaité prévoir dans le règlement 1305 de multiples mesures qui concernent divers domaines. En effet, on demande aux États membres d'établir un programme tant sur les aides agricoles que sur l'investissement en zone rurale, la formation des acteurs ruraux ou encore l'inclusion sociale. On reconnaît une volonté de la PAC d'inclure toutes les mesures répondant à tous les facteurs qui conduisent à un développement rural. Il semble difficile pour chaque État ou région de réussir à mettre en œuvre la totalité de ces diverses mesures. Par ailleurs, les États ou régions vont majoritairement privilégier les soutiens au secteur agricole plutôt que les mesures concernant les zones rurales d'une manière générale. Priorité, mais également objectif transversal de la PAC post-2020, l'innovation et la connaissance auront une grande place dans cette réforme. L'innovation et la connaissance seront axées sur l'agriculture de demain, avec pour ambition la modernisation des exploitations, l'installation de nouvelles structures innovantes dans le respect de l'environnement et du climat. Ainsi, la nouvelle PAC souhaite accroître l'investissement dans l'innovation et le transfert de connaissances. On peut ainsi espérer un meilleur développement rural. Deuxièmement, lorsque l'on observe les fonds alloués par l'Union européenne, on remarque qu'ils ne sont pas suffisants. En effet, pour la période 2014-2020, le second pilier n'a reçu que 25% du budget de la PAC, contre 75% pour le premier. De plus, il est imposé aux États membres qu'au moins 30% des fonds du FEADER doivent être consacrés aux investissements dans les domaines de l'environnement et du climat,
au développement des zones forestières et à l'amélioration de la viabilité des forêts, aux mesures agro-environnement climat, à l'agriculture biologique et au paiement au titre de Natura 2000. De plus, au moins 5% de la participation du FEADER doit être consacrée à l'approche leader, liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Ainsi, il ressort que les fonds du FEADER ne seront pas suffisants pour répondre à la diversité des mesures que propose le second pilier. C'est en cela que la politique de développement rural semble trop audacieuse. Cette observation est conduite puisque pour la période 2023-2027, le budget de la PAC devrait être similaire. De plus, les fonds pour le FEADER devraient même être augmentés, selon le cadre financier pluriannuel qui vient d'être voté. La diversité des mesures proposées pour répondre à l'objectif d'un développement territorial équilibré démontre la volonté de la PAC d'être en faveur du développement rural. Cependant, l'approche du développement rural par la PAC semble restrictive, puisque l'essentiel des mesures sont en réalité tournées vers le soutien à l'emploi dans les zones rurales. Face à un phénomène d'exode rural depuis des années, les emplois se font rares en zone rurale. Ces derniers se sont concentrés dans les villes et les périphéries. Cependant, l'emploi, facteur économique et social, est essentiel pour l'attractivité des zones rurales. C'est pour cela que la PAC prévoit des mesures pour le maintien et la création des emplois en zone rurale. Alors que l'emploi n'est pas l'objectif principal de la PAC, le second pilier en fait l'une de ses priorités. Si l'article 4 du règlement 1305 fixe comme objectif la création et la préservation des emplois, l'article 5 le décline en plusieurs priorités, notamment en souhaitant une amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et de la compétitivité de tout type d'agriculture. Ainsi, pour une agriculture doublement performante et diversifiée sur le territoire européen, le second pilier prévoit des mesures en faveur de l'agriculture biologique, des mesures agro-environnementales et climatiques, des aides aux investissements physiques, des indemnités compensatoires de handicap naturel, mais également des aides aux jeunes agriculteurs et aux petites exploitations. Par ailleurs, les zones rurales se composent également de forêts et d'espaces boisés. De ce fait, la politique de développement rural impose aux États membres un certain nombre de mesures pour une meilleure exploitation et entretien des forêts, comme par exemple des aides pour l'agroforesterie, le boisement, la mise en place de services forestiers, environnementaux et climatiques, et des mesures pour la conservation des forêts. Les mesures qui touchent l'activité agricole sont complétées par les aides directes du premier pilier. Il ressort du règlement 1307 3 axes en faveur de l'activité agricole en zone rurale. Un soutien aux revenus pour les exploitants et les salariés agricoles, un soutien aux petites et moyennes exploitations, et un soutien aux jeunes agriculteurs pour s'installer. Ainsi, pour soutenir et assurer la viabilité de ces petites exploitations, la PAC instaure un paiement redistributif et un régime simplifié facultatif. Dans un objectif de renouvellement des générations, un revenu supplémentaire est alloué pour les jeunes agriculteurs. Pour terminer, pour encourager une agriculture diversifiée sur le territoire, le règlement 1307 autorise les États membres à accorder des aides couplées en faveur de certains secteurs ou certaines productions. Mais la politique de développement rural va au-delà des activités agricoles, en s'intéressant également à la promotion de l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. Le second pilier prend en compte la nécessité de diversifier ces activités économiques. Il incite les États membres à insérer dans leur programme de développement rural des mesures de développement des entreprises de tout secteur, comme par exemple l'industrie agroalimentaire, l'artisanat, le tourisme ou encore la production d'énergie renouvelable. L'ensemble des aides accordées par la PAC 2014-2020 montre une volonté de rendre les zones rurales plus attractives. Cependant, il ressort que les mesures proposées par le second pilier sont essentiellement tournées vers l'emploi. Ce qui est regrettable puisque cela signifie que la PAC réduit l'attractivité à son aspect économique. Certes, les facteurs économiques ne sont pas à négliger, mais l'attractivité et le développement territorial équilibré
passe également par des facteurs sociaux et environnementaux par exemple. De plus, de cet aspect économique, la PAC n'en tire que le côté agricole. Depuis 1999, le second pilier est critiqué, comme trop agrocentré et complémentaire du premier. Par l'exposé de ces diverses mesures, la critique ne change pas. Les mesures relatives au maintien et à la création des emplois en zone rurale sont essentiellement tournées vers les activités agricoles. Le second pilier ne permet pas un véritable développement rural. On peut se demander si la PAC 2014-2020 a vraiment créé des emplois en zone rurale. Au regard des mesures proposées par le second et le premier pilier, la PAC apporte son soutien principalement au secteur agricole. Et ces soutiens sont essentiellement des aides aux revenus qui permettent un maintien des activités agricoles, mais qui peinent à créer des emplois. Cela se constate notamment par le fait que l'installation des jeunes agriculteurs demeure insuffisante pour assurer un renouvellement des générations. Face à ces constats, on peut souhaiter une amélioration pour la nouvelle PAC. Par la réforme, la croissance et l'emploi dans les zones rurales deviennent une grande priorité pour la période 2023-2027. La Commission énonce la volonté de développer également la bioéconomie et la sylviculture durable. Cela est intéressant puisque l'emploi en zone rurale, qu'il soit agricole ou non agricole, est un facteur primordial pour l'attractivité des territoires. Cependant, encore faut-il que les soutiens conduisent à une réelle création d'emplois, et notamment des emplois non agricoles, pour diversifier les territoires ruraux et attirer les populations extérieures. Au-delà des mesures énoncées pour répondre à l'objectif d'un développement territorial équilibré, la PAC est au service de l'attractivité des territoires, puisque la politique de développement rural repose sur un dispositif d'application nationale. Le fonctionnement du second pilier de la PAC repose sur deux instruments qui permettent aux États membres et aux régions de devenir les acteurs de leur propre attractivité. La règle de décentralisation des compétences aux États membres et le cofinancement. Dans un objectif de conformité avec le principe de subsidiarité, les compétences sont décentralisées aux États membres et aux régions. L'Union européenne fixe les priorités de la politique de développement rural dans ce que l'on appelle le cadre stratégique commun. Il revient ensuite aux États membres, à travers les accords de partenariat, de définir leur action et de préciser l'utilisation des fonds européens. Après avoir soumis ce contrat à la Commission européenne, chaque État membre définit sa stratégie pour le développement rural, dans ce que l'on appelle l'élaboration de leur programme de développement rural. Une marge de manœuvre est laissée aux États membres. Le programme de développement rural peut prendre la forme d'un programme unique national ou de plusieurs programmes régionaux, comme c'est le cas pour la France pour la période 2014-2020. Chaque programme est ensuite soumis à l'approbation de la Commission. Les autorités de gestion de la politique de développement rural ont l'obligation de transmettre un rapport annuel à la Commission. La règle de décentralisation est complétée par celle du cofinancement alimenté par le FEADER. Par le cofinancement, l'Union européenne n'intervient pas seule pour soutenir les mesures qu'elle propose. D'autres financements nationaux doivent venir en complément. Le cofinancement a pour but de faire en sorte que l'aide européenne ait un effet levier sur les financements publics nationaux, mais sans les remplacer. Le cofinancement incite les États membres à s'investir davantage dans le développement rural, qui est désormais primordial face au constat d'exode rural, de décroissance démographique ou d'augmentation du chômage dans les zones rurales. En laissant l'élaboration des programmes de développement rural aux États membres ou aux régions, le second pilier permet d'être au plus près des réalités locales. Les facteurs d'attractivité d'un territoire sont nombreux. Ainsi, chaque État ou région peut moduler ou adapter sa politique de développement rural à ses enjeux dans un but de développer son attractivité. De plus, souvent jugés d'insuffisants, les fonds alloués par le FEADER sont néanmoins nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de développement rural. Sans le financement de l'Union européenne, il est probable que les États membres et les régions n'aient pas les moyens suffisants pour investir dans le développement rural. Lorsque l'autorité de gestion est déléguée aux régions, c'est à elle que revient le soin d'établir le programme de développement rural et la répartition des fonds. C'est le choix qu'a fait la France pour la période 2014-2020.
Ainsi, on constate que l'on bascule vers une gouvernance de l'attractivité à l'échelle régionale. Les plus optimistes y voient une opportunité pour mieux adapter les mesures aux enjeux locaux. Cependant, cette délégation de compétences est source de contentieux entre les différentes échelles. Puisque malgré une délégation de compétences, l'État garde un contrôle sur la politique de développement rural. En effet, dans chaque programme de développement rural, des mesures sont cadrées au niveau national, comme par exemple les MAEC ou les aides à l'installation. Pour les autres mesures, les régions sont en principe libres. Cependant, là encore, l'État garde la main, puisqu'il apporte un soutien financier seulement à certains dispositifs. Au regard de ces éléments, nous basculons en réalité vers une gouvernance partagée entre l'État et les régions, et l'État garde le contrôle. De plus, en 2014, la délégation de l'autorité de gestion aux régions n'a pas été effectuée dans de bonnes conditions. Nous avons constaté que les régions n'avaient pas les outils et les informations nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de développement rural. Parallèlement, les régions ont subi au cours de la période la fusion entre elles, ce qui a entravé leur bon fonctionnement. Par ailleurs, il ressort du second pilier qu'il est également facteur de disparité à l'échelle des territoires européens. En revanche, s'il est avéré que la décentralisation de compétences aux États membres ou aux régions a pour effet une meilleure adaptation des mesures de développement rural aux enjeux territoriaux, nous remarquons que cette organisation favorise la création de disparités entre les territoires. En effet, cela se ressent à deux niveaux. Une disparité entre États membres et une disparité entre régions d'un même État. La politique de développement rural a pour but de suivre l'ambition de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, qui est de réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions de l'Union européenne. Or, il est juste de se demander si la décentralisation de compétences en matière de développement rural ne va pas à l'encontre de l'objectif de cohésion. La libre élaboration des programmes de développement rural est laissée aux États membres. On peut ainsi craindre à une disparité entre les territoires européens. Effectivement, alors que l'Union européenne se compose désormais à 27, les inégalités entre les États ont toujours été présentes. L'entrée des pays de l'Europe de l'Est dans l'Union européenne a marqué une fracture avec l'Europe de l'Ouest et du Nord en matière de développement. On a une disparité entre le développement économique, social et culturel de chaque pays. De plus, chaque État membre n'a pas les mêmes enjeux, le même potentiel, le même financement, ni la même superficie. Ainsi, avec la décentralisation, on n'a pas de programme de développement rural uniforme et le second pilier peut revêtir différentes formes d'un État à un autre. On peut alors craindre une augmentation des inégalités entre les États membres en matière de développement. Les États les plus développés vont, à travers les mesures du second pilier, améliorer leurs zones rurales, leur agriculture et ainsi développer leur attractivité. Les États membres les moins développés vont également pouvoir développer leur espace rural, mais une disparité existera toujours. On constate également des disparités au sein d'un même État en cas de régionalisation de la politique de développement rural. C'est notamment le cas de la France, qui a délégué l'autorité de gestion en matière de développement rural aux régions. Ainsi, chaque région française élabore son propre programme de développement rural. Cette disparité interrégionale se confirme notamment à travers l'étude comparative de deux régions limitrophes aux enjeux communs, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Pour la PAC 2014-2020, ce sont les anciennes régions qui ont été conservées. La région Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine et du Limousin, et la région Occitanie, de la fusion du Languedoc-Roussillon et du Midi-Pyrénées. Ces deux nouvelles régions regroupent des enjeux et besoins communs, mais certaines caractéristiques se démarquent. Les deux régions limitrophes disposent des mêmes enjeux environnementaux, touristiques, démographiques, climatiques
et agricole. Sur ces deux territoires, la population est inégalement répartie. On observe une concentration sur les zones urbaines et sur le littoral. À l'inverse, les zones rurales sont peu peuplées et peu attractives. Par conséquent, le développement rural est très important pour redynamiser ces territoires. Chaque programme de développement rural reprend la même architecture. Une partie introductive sur l'enveloppe globale et les objectifs principaux, une première partie qui résume la situation et les enjeux de la région, une seconde partie qui développe la manière dont le programme va répondre aux enjeux, et enfin une distribution indicative des ressources. L'étude de ces programmes de développement rural nous amène à deux conclusions. Les financements européens sont plus importants pour l'Occitanie et de fait, les financements nationaux sont proportionnellement supérieurs pour la Nouvelle-Aquitaine. Par conséquent, on constate une répartition différenciée des financements qui conduit à une disparité entre les nouvelles régions, mais aussi au sein des anciennes régions. L'étude de ces programmes de développement rural nous montre qu'ils sont essentiellement tournés vers les soutiens agricoles plutôt que sur le développement rural qui pourrait favoriser l'attractivité des territoires. En effet, on observe une volonté commune de soutenir l'installation des jeunes agriculteurs afin de favoriser le renouvellement des générations, mais aussi une volonté de soutenir la modernisation des exploitations. Mais chaque région se démarque. Le Midi-Pyrénées soutient l'amélioration des services et des infrastructures de base à hauteur de 10% du budget de son programme de développement rural. Le Poitou-Charentes, quant à lui, vise 8% de son budget pour le développement de l'agriculture biologique. Pour finir, cette répartition du budget inégalitaire entre les régions ne permet pas d'atténuer les disparités territoriales entre les régions de France. Après lecture de ces différents programmes de développement rural, on observe que chacun est maître de sa région et ainsi il n'y a pas véritablement de projet national, ce qui ne permet pas non plus de faire atténuer ces différences régionales. Toutefois, on peut craindre que ces disparités persistent, notamment si, avec la PAC post-2020, un seul programme de développement rural sera élaboré pour une seule grande région. Le redécoupage des régions a eu pour conséquence de fusionner des régions qui n'avaient pas les mêmes enjeux, le même potentiel ni la même économie. Par ailleurs, certaines nouvelles régions, comme la Nouvelle-Aquitaine, ont considérablement augmenté en superficie. Il paraît difficile, avec cette nouvelle échelle, d'établir des programmes de développement rural au plus près des réalités locales. En conclusion, la volonté de la politique de développement rural est d'être au service de l'attractivité des territoires par l'objectif d'un développement territorial équilibré. Par l'étude du second pilier, ce dernier semble plutôt déséquilibré, tourné vers un volet économique et agricole. C'est avec difficulté que la PAC permet un réel développement rural. Nous pouvons donc espérer une amélioration pour la future PAC. Cependant, en 2018, la Commission européenne a proposé un nouveau modèle de gouvernance pour la PAC post-2020. Plus de subsidiarité sera laissée aux États membres. Le système européen sera encore plus conditionné au niveau national. Cela est regrettable puisque même si la délégation de l'autorité de gestion aux régions fut une source de tension et de disparité, les programmes de développement rural pouvaient mieux prendre en compte les réalités locales. Par ailleurs, lorsque nous regardons les différents objectifs et priorités, les propositions par la Commission établies en 2018 semblent dans le prolongement de la PAC actuelle. Même si l'innovation et le transfert de connaissances deviennent l'objectif transversal de la PAC, nous constatons que le second pilier sera encore tourné vers un aspect économique et agricole. Ce qui était juste pour 2018 semble être dépassé aujourd'hui. La crise sanitaire actuelle a montré une volonté des populations de se rediriger vers les zones rurales et d'avoir accès aux grands espaces. Mais cette situation et notamment le confinement ont également démontré la nécessité de développer et d'améliorer l'accessibilité des zones rurales. Ainsi, un véritable développement rural est impératif. Il serait juste que les propositions soient révisées afin que le second pilier et l'Union européenne d'une manière générale prennent en compte ces différents éléments. Merci à tous pour votre attention. Merci Colline, merci Suzy
pour votre communication sur le développement rural et l'attractivité des territoires ruraux. Vous avez parfaitement mis en lumière que ce règlement, cette politique de développement rural, elle a un puissant effet levier aux bénéfices que peuvent activer les régions, mais que cette politique de développement rural, elle a ses propres limites et qui sont susceptibles précisément de rejaillir sur les politiques locales d'attractivité. Et on verra ce que la future PAC parvient à corriger de ce déséquilibre. Merci.